Bonjour Pascal, je te remercie beaucoup d'avoir accepté en fait de faire cette conférence aujourd'hui puisque en fait tu étais normalement prévu pour le mois de décembre, mais le fait est que la Covid aidant, il y a eu un désistement et tu as très gentiment accepté de prendre la place. Donc merci beaucoup. C'est Donc, avec plaisir. Pascal Conan est enseignant-chercheur au laboratoire, à l'Observatoire océanologique de Banyuls, dans le laboratoire d'océanographie microbienne, le LOMIC. Il est spécialiste d'écologie et de biogéochimie marine et ses recherches portent surtout sur les réponses des écosystèmes marins pélagiques sous l'effet de différents stress environnementaux. Il vous expliquera beaucoup mieux que moi ce qu'il entend par là sans doute et il va nous parler de ça lors de sa conférence. C'est aussi un animateur de campagne très expérimenté puisqu'en fait il a son actif plus de 60 campagnes océanographiques et il est également coordinateur de plusieurs programmes nationaux ou internationaux. Et c'est aussi le responsable scientifique du service d'observation de l'Observatoire océanologique de Banyuls, le BOSC, dont vous avez de temps en temps quelques newsletters ou quelques petits articles sur notre blog. Donc aujourd'hui, Pascal va nous se poser la question comment le changement climatique affecte-t-il le plancton en Méditerranée? Je te laisse la parole, Pascal. Bien, eh bien, merci de votre présence à distance, même si on aura bientôt peut-être la chance de pouvoir refaire des conférences avec le contact qui est quand même plus sympa que derrière un écran, mais bon, il va falloir que l'on fasse avec. Donc, je vais vous présenter, essayer de vous montrer en quoi le changement climatique peut-il affecter le plancton en Méditerranée. Et ceci, donc, je vais tenter de vous démontrer en passant par la convection thermohaline hivernale, en vous montrant son rôle principalement et les impacts qu'elle pourrait avoir sur les populations microbiennes. Pour cela, je vais commencer ma présentation par vous rappeler quelques points importants pour la compréhension du fonctionnement des écosystèmes. Et ensuite, j'ai organisé ma présentation autour de trois grands thèmes, ou plutôt trois grandes questions environnementales. Tout d'abord, le problème du changement climatique en Méditerranée, où j'essaierai de rester spécifique à la Méditerranée. Et ensuite, j'essaierai d'aborder le problème de la formation d'eau dense. Et pour finir, je tenterai de vous montrer en quoi ces deux questions pourraient interagir et se révéler catastrophiques pour les plus petits organismes de notre planète, c'est-à-dire ces fameux microbes. Alors commençons avec ces deux images que j'aime particulièrement car elles illustrent parfaitement l'une des difficultés majeures que rencontrent les scientifiques. Vous avouerez qu'il y a une certaine ressemblance entre ces deux images, présentant des points de couleur sur un fond noir. Alors la similitude s'arrête là, puisqu'en fait, si je vous détaille un peu le problème, l'image de gauche correspond à une photographie d'un biofilm naturel, c'est-à-dire des bactéries et autres prokaryotes comme les archées qui se développent sur une surface quelconque dans un milieu naturel. Et donc, c'est une image en microscopie confocale, à balayage laser. Alors que l'image de droite est une photographie prise par le télescope Hubble à partir du moment où il a été réparé, il a perdu sa myopie, et qui montre les galaxies lointaines. Alors, passer de l'infiniment petit à l'infiniment grand en termes d'espace, mais aussi en termes de temps, c'est un challenge auquel les scientifiques sont régulièrement confrontés. Les mesures sont généralement très ponctuelles, aussi bien dans l'espace et dans le temps, même si les progrès technologiques permettent aujourd'hui d'améliorer les performances. Je pense notamment aux mesures par satellite, à l'utilisation de plateformes et de bouées autonomes, mais tout ceci reste quand même très discret et marginal en comparaison des conclusions que l'on recherche et qui touchent au fonctionnement de la planète, éventuellement à l'évolution séculaire de cette planète. Donc, alors, à partir de l'observation de cellules microscopiques, on va chercher à effectuer des transferts d'échelle afin d'accéder aux grands bouleversements planétaires. Mais ce problème de transfert d'échelle se rencontre déjà au sein du monde microbien et du plancton qui nous intéresse ce soir. Des travaux récents publiés dans le CNAS, qui est une revue très prestigieuse, estiment que le nombre d'espèces microbiennes sur Terre pourrait être de 1000 milliards, c'est-à-dire bien plus qu'on imaginait encore très récemment. Alors le plancton sont des êtres qui ne sont pas capables de nager pour se déplacer librement et qui vont donc suivre les courants.
eh bien, couvrent des classes de taille qui vont de 0,2 microns pour les plus petits, qui correspondent donc aux organismes qu'on va caractériser de picoplancton. On marche beaucoup par classe de taille pour les caractériser. Et on va couvrir donc des classes de taille qui vont donc de 0,2 microns pour les plus petits à plusieurs millimètres, voire plusieurs centimètres pour les plus grands, avec par exemple les méduses qui font partie du plancton. Vous voyez qu'en taille croissante, on va passer donc du pico au nano, au micro, au méso, macro et méga. Alors, ce sont des termes un petit peu scientifiques, mais qui permettent de caractériser nos classes de taille cellulaire. Alors ici, ils sont comparés sur la gauche par rapport à une tête d'épingle pour vous donner une idée en fait de la taille que représentent ces organismes, du pico au méso ici sur cette comparaison. Alors, de manière à vous mettre à l'esprit quelque chose d'un peu plus visuel, il y a ici une fresque qui représente les différentes tailles d'organismes en considérant que les plus petits organismes auraient, donc c'est-à-dire ceux du picoplancton, auraient la taille d'une sardine. Dans ce cas-là, le nano et micro auraient la taille d'un bâtiment ou d'une usine, le méso et le micro celui d'une grande ville, et le mégaplancton celui d'un pays. Donc vous avez à peu près l'échelle de classes de taille qui sont couvertes par ces organismes. Alors forcément, pour les étudier, il va falloir disposer de nombreux outils et appareils de mesure différents. Mais notons que c'est surtout le développement de l'imagerie, de l'informatique et de la biologie moléculaire depuis la fin des années 90 qui a été une énorme révolution dans notre capacité à étudier ces micro-organismes. Un autre problème, mais lié cette fois à notre capacité d'analyse, à notre esprit d'analyse, est illustré par un phénomène qu'on appelle l'apophénie, que vous connaissez sans doute, mais c'est une tendance humaine à rechercher des relations simples ou des schémas dans des séries d'informations qui sont parfois aléatoires. Par exemple, si je vous montre ces deux cartes ici des USA, eh bien, vous pensez forcément que les deux variables qui sont présentées sont corrélées. Ça paraît assez clair quand on regarde les différentes couleurs. Eh bien, en fait, la carte de gauche correspond au nombre de brasseries qui sont recensées par État, et celle de droite, ce sont les propriétaires de chats. Donc, vous voyez que la relation, finalement, est beaucoup moins évidente. Mais encore, vous pourriez me dire, bon, le nombre de brasseries, ça correspond peut-être à un nombre de personnes, et c'est à peu près logique s'il y a des chats en plus grande abondance. Alors, je vais vous présenter les deux courbes d'à côté, la courbe rouge et noire, qui, elles, sont corrélées à 67%, et qui sont donc une évolution entre 1999 et 2009 de deux variables qu'on pourrait penser forcément très corrélées. Eh bien, en fait, la courbe rouge correspond au nombre de noyés dans les piscines, et la courbe noire correspond au nombre de films sortis par Nicolas Cage dans l'année. Donc, vous voyez que là, c'est quand même beaucoup plus difficile de trouver un lien, c'est moins évident. Et pourtant, si on présente ces schémas à un scientifique, on pourrait très bien publier une relation très significative entre ces paramètres. Alors pour finir sur cette présentation du plancton, je rappellerai cette fameuse phrase de Haeckel, qui était un biologiste, philosophe et libre penseur allemand de la fin du 19e siècle, qui disait « Ce qui est petit est beau, mais n'est pas important ». Alors oui, ils sont beaux, n'est-ce pas? Si vous regardez un peu les différentes images que j'ai choisies ici, effectivement, on ne peut que dire que ce sont des organismes qui sont quand même très beaux. Mais en fait, ils ont pris une importance et un rôle clé pour le fonctionnement de toute la planète, que ce soit comme base des réseaux trophiques, il faut compter à peu près 1 tonne de plancton pour produire 100 grammes de poisson, ou bien comme acteurs principaux des cycles biogéochimiques. Alors voici ici notre belle Méditerranée à travers quelques chiffres. En fait, c'est une mer qui représente moins de 0,7% de la surface totale de l'océan mondial, avec quelques fleuves. Mais le plus grand d'entre eux, qui est le Rhône, n'est qu'à la 21e place des fleuves européens, avec ses 812 km et son flux de à peu près 1700 mètres cubes par seconde en moyenne. La profondeur moyenne en Méditerranée est de 1500 mètres. Elle est de 3800 mètres, par exemple, pour le reste des océans. Mais la profondeur maximale atteint quand même 5267 mètres au niveau de la fosse Calypso, on l'appelle aussi la fosse Matapan, qui se situe à l'extrême sud de la Grèce, en mer Ionienne. Alors, on qualifie très souvent la Méditerranée de modèle réduit de l'océan mondial. Alors, pourquoi? Eh bien, en fait, tout se produit à des échelles spatio-temporelles qui vont être réduites,
mais de façon très similaire à ce qui peut se passer dans les grands océans. La Méditerranée va être divisée en deux bassins importants, donc le bassin occidental et le bassin oriental, séparés par le détroit de Sicile. Nous parlerons de la circulation un petit peu plus tard, mais nous allons aller un petit peu plus loin dans les chiffres maintenant. La Méditerranée, c'est à peu près 500 millions d'habitants sur son pourtour, donc une pression anthropique énorme. Sans parler du tourisme qui, avec environ 158 millions de touristes par an, représente un quart du tourisme mondial. Donc vraiment une pression anthropique par rapport à la surface de la Méditerranée qui est énorme. Et voici ici une carte instantanée des navires en cours de navigation sur la Méditerranée en date du 16 avril de cette année. Donc on était déjà en pleine restriction sanitaire. J'ai quand même choisi cette date parce que en fait, nous étions en campagne, j'en ai parlé pour ceux qui étaient déjà arrivés précédemment, la campagne océanographique avec l'Atalante, qui est identifiée ici par le petit rond, qui était présent grâce à son AIS. Alors, il faut noter que seuls les navires qui sont équipés d'un AIS sont identifiés, c'est-à-dire qu'il faut ajouter à cette densité de navires tous les navires militaires qui, eux, ne communiquent pas leur AIS, et puis tous les petits bateaux personnels qui vont transiter également. Donc, vous voyez que c'est vraiment une mer qui est vraiment avec une pression anthropique incomparable par rapport à ce que l'on peut observer autre part. C'est aussi une mer très contrastée. Alors, qu'est-ce que j'entends par contrastée? Eh bien, ici, c'est une carte qui représente les concentrations en surface de la chlorophylle au printemps, en avril 2004, donc mesurées par les satellites, et avec des couleurs chaudes pour les concentrations les plus élevées, hein, dans les jaunes et rouges, et des couleurs froides pour les concentrations les plus pauvres, c'est-à-dire plutôt dans les verts clairs et bleus. Mais même dans les zones les plus productives, comme ici dans le golfe du Lion, dans le bassin occidental, ces concentrations restent relativement faibles. Cette mer, en effet, est considérée comme oligotrophe, c'est-à-dire plutôt pauvre d'un point de vue trophique. Mais en fait, elle est marquée par de très forts gradients nutritifs d'ouest en est. Malgré cela, cette Méditerranée peut contient à peu près 18% de la biodiversité marine mondiale. Donc, il y a vraiment une mer qui est très contrastée, une richesse en espèces très importante, mais qui reste une mer très pauvre et qui permet justement de comprendre comment fonctionnent les systèmes dans ces milieux extrêmement limités en nutriments et en cellules phytoplanctoniques. Alors, j'ai déjà parlé, donc j'avais dit que je parlerais de la circulation, donc je vais juste en dire quelques mots maintenant. On va trouver 3 grandes masses d'eau en Méditerranée, avec une circulation générale qu'on va caractériser de anticyclonique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la circulation dominante se fait dans un sens anti-horaire. Alors, en surface, on va avoir l'eau d'origine atlantique, ici la MAW, qui va entrer par Gibraltar, qui va circuler au sud vers l'est, puis revenir vers l'ouest dans la partie nord. En position intermédiaire, on va trouver l'eau levantine intermédiaire, la LIW, qui est formée dans le bassin levantin avant de s'écouler vers l'ouest et sortir en profondeur à Gibraltar. Le mélange entre ces deux eaux va former les eaux profondes dans le bassin occidental et dans le bassin oriental, mais je reviendrai sur ce phénomène un petit peu plus tard, puisque c'est le point central de mon exposé aujourd'hui. Ici, alors, ce sont des graphiques un petit peu, non pas complexes, mais que je présente exprès pour pouvoir les expliquer un petit peu plus précisément, de manière à que vous puissiez comprendre ensuite les schémas que je vous montrerai. On a ici donc sur une section longitudinale en Méditerranée, donc les différentes masses d'eau, et puis si on réalise un profil à un endroit donné, ici donc marqué par le trait rouge, eh bien, on peut regarder la distribution des masses d'eau en faisant un graphique particulier qu'on appelle un diagramme θS. Qu'est-ce qu'un diagramme θS? C'est ce qui vous est présenté ici dans l'encadré rouge et qui représente la température en ordonnée que l'on trace en fonction de la salinité en abscisse. Et ces deux caractéristiques qu'on appelle les caractéristiques thermohalines d'une masse d'eau, eh bien, permet d'identifier la masse d'eau. Et on va retrouver ici
En surface, les MAW, donc les eaux de surface. Plus profond, ici marqué par un maximum en salinité et en température, les LIW. On va la trouver ici entre 200 mètres et 800 mètres à peu près. Et puis, en profondeur, des eaux qui ont des caractéristiques très stables et qu'on appelle donc les eaux profondes. Et ici, donc, on sera dans les Western Mediterranean Deepwater pour la partie occidentale. Et on voit qu'en fonction des saisons, eh bien, seule la partie superficielle de l'eau va être modifiée et on est censé avoir des caractéristiques relativement stables à l'échelle de plusieurs décennies pour les eaux profondes. Alors voilà, j'ai fini avec la présentation générale que je voulais vous rappeler, de manière à passer maintenant brièvement au problème du changement climatique, et je vais essayer de le centrer plus sur la partie méditerranéenne, excusez-moi, et parce que je ne vais pas non plus m'étendre sur ce problème de changement climatique que vous connaissez bien, notamment celui du réchauffement des températures, comme c'est illustré ici, sur les différentes planètes que vous pouvez voir entre 1919, 2002, 2061 et 2099. Eh bien, on voit que notre pauvre planète a tendance à se réchauffer en tendant vers les couleurs rouges et jaunes. Et la seule chose qui est vraiment inconnue aujourd'hui, c'est l'ampleur de ce réchauffement, puisqu'il va dépendre aussi de notre action aujourd'hui. À notre niveau, on le voit déjà, avec la fonte des glaciers, et pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir visiter la mer de glace dans les années 80 et 90, comme c'est d'ailleurs mon cas, et qu'ils voient aujourd'hui le niveau que le glacier a pu atteindre, eh bien, on voit tout à fait de quoi on veut parler lorsqu'on parle de ce réchauffement climatique. Alors oui, comme on le constate à l'échelle mondiale, eh bien, les conséquences sont visibles, mais elles restent quand même fortement complexes. Avec, par exemple, ici, l'évolution au cours de la fin du XXe siècle de la production primaire nette des océans. Ce sont deux cartes qui vous présentent pour deux périodes, donc des mesures qui sont faites avec les satellites. Donc, pour la production entre 1979 et 1986 et la production entre 1997 et 2002. Alors, à l'œil, c'est un peu difficile de faire une comparaison et pour pouvoir les comparer, on va bien évidemment les soustraire. Et là, on s'aperçoit que les différences se compensent plus ou moins à l'échelle de la planète, avec des zones jaunes et rouges où la production a largement augmenté, on voit dans les zones polaires et dans les zones côtières surtout, alors que les couleurs bleues et blanches montrent des zones où il n'y a pas de variation, ou voire quelques baisses, et on voit que ces baisses donc, concernent toutes les parties centrales des grands océans, avec une diminution donc, sur des très grandes surfaces. Donc on s'aperçoit au final que ce qui augmente d'un côté peut diminuer de l'autre, et puis on a beaucoup de mal à comprendre l'impact que ça peut avoir sur le fonctionnement général en fait à l'échelle de la planète. Mais revenons donc à l'échelle de notre Méditerranée, et voici donc une série de mesures entre 1993 et 2019, des anomalies positives de température de la surface des eaux méditerranéennes. D'accord? Donc, au cours du temps, on a les mesures des anomalies de température. Et ce que l'on voit, c'est qu'on a une tendance quand même à l'augmentation qui est relativement nette, qui est de l'ordre de 0,04 degrés par an. Alors, cela ne vous semble peut-être pas beaucoup, mais c'est en fait énorme si on pense au contenu de chaleur que cela représente pour les masses d'eau en présence. Voici ici un graphique de l'évolution probable des canicules en Méditerranée d'ici la fin du XXIe siècle, selon deux scénarios. En vert, c'est si l'on se force à réduire de façon drastique les émissions de CO2. Et en rouge, c'est si on ne fait rien et si on continue sur le même rythme qu'aujourd'hui. Alors, on a ici en abscisse la durée de la canicule et en ordonnée l'intensité de cette canicule. Et les ronds sont, eux, proportionnels à la surface touchée par cette canicule. Et les ronds bleus, qui sont ici au sein des ronds verts, ça présente déjà les canicules qui ont été observées en 2003, 2012, 2015 et 2017. Donc on voit que forcément, on va vers des canicules qui vont être plus longues, plus chaudes, et qui vont durer plus longtemps, mais qui vont surtout atteindre une surface de la Méditerranée plus importante,
Et on voit ici l'impact d'une vague de chaleur en baie de Shark, hein, donc dans l'Atlantique, là, avec des effets catastrophiques sur l'environnement, seulement par un été qui est un peu plus chaud que les autres. Donc là, c'est sur le compartiment benthique, puisque c'est celui qui est vraiment plus visuel, puisque lui ne peut pas s'échapper. Alors, quelques chiffres un peu plus encore affolants qui sont basés sur des travaux récents, avec pêle-mêle et très rapidement, plus de 50% des plans d'eau en Europe qui sont en mauvais état, 2/3 des pays qui sont au-dessus du seuil de pollution, 78% des stocks de poissons qui sont surexploités, et un dernier chiffre, et non des moindres, 730 tonnes de déchets plastiques finissent par jour en Méditerranée. Donc, voilà, un constat un petit peu catastrophique, mais on ne peut pas occulter aujourd'hui ces chiffres, et les climato-sceptiques, forcément, devraient réfléchir à 2 fois avant de vouloir absolument continuer la consommation au rythme où on l'a fait. Alors, sans entrer dans les détails, qu'est-ce qu'on note comme grand trait adaptatif de nos espèces? Eh bien, c'est assez logique. Les espèces vont se déplacer pour maintenir leur niche écologique dans des variations acceptables, ce qui fait que l'on note une migration généralisée vers le nord. Ici, sur les cartes de gauche, on voit qu'entre 2 périodes, donc 1958-1981 et 2003-2005, eh bien, des espèces de copépodes qui ont des affinités tempérées ou tempérées chaudes, eh bien, vont se déplacer et coloniser progressivement des territoires que l'on trouve plus au nord. Cette même tendance est observée chez les oiseaux ou bien chez les mammifères. Si l'on revient vers des espèces un petit peu plus marines, avec l'exemple ici de la morue qui migre en profondeur ou du loup qui, lui, va se déplacer vers le nord, eh bien, on peut garder à l'esprit que les espèces s'adaptent plus ou moins bien, mais le point crucial est de comprendre ce qui arrive aux espèces qui ont déjà des affinités froides et qui sont déjà au nord. Comment font-elles pour s'adapter? Ou également en Méditerranée, le déplacement vers le nord est plutôt limité. Et encore, que se passe-t-il avec les espèces fragiles ou celles qui vont être sessiles et fixées? Eh bien, la plupart du temps, elles sont vouées à disparaître, évidemment. Passons maintenant au point essentiel de ma présentation, que sont les formations d'eau dense. Alors, qu'est-ce qu'une formation d'eau dense? Je reviens ici sur mon schéma précédent où j'avais présenté les 3 grandes masses d'eau que l'on trouve en Méditerranée. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les eaux modifiées d'origine atlantique pénètrent en surface, elles sont présentées ici en vert, et se répandent donc vers l'est. Les LIW, elles, sont formées dans le bassin levantin, on parle d'eau intermédiaire, eh bien, elles vont se répandre vers l'ouest en position intermédiaire. Je vous ai dit tout à l'heure, ça varie entre 200 et 800 mètres. Et les eaux profondes, elles, se forment par des phénomènes de mélange au cours de convections qu'on appelle des convections thermohalines, et vous allez comprendre très rapidement ce que j'entends par thermohaline. Et en fait, ces phénomènes n'interviennent que dans des zones très particulières. Il y en a 2 pour le bassin est et une seule pour le bassin ouest, donc dans le bassin occidental. Et ça, c'est au niveau d'un point particulier qu'on appelle le point 42 nord 5 est, qui est dans le golfe du Lion, au large de Banyuls, et qui est donc un point d'intérêt, puisque c'est vraiment la zone où vont se former les eaux profondes que l'on va trouver dans tout le bassin occidental. Voilà, alors j'ai un petit blocage, ça passe, ça y est. Donc voici ici très détaillé toutes les masses d'eau et leur circulation, mais intéressons-nous plutôt au phénomène unique qui se passe dans le golfe du Lion, ces fameuses convections thermohalines. Gardez en tête dès maintenant que la température des eaux profondes en Méditerranée est proche de 13 degrés, elle ne descend normalement jamais en dessous de ces 13 degrés, et c'est un facteur très important à mémoriser. En effet, tout part de la stratification, ici en été, avec la présence d'une thermocline, qui est une véritable barrière saisonnière, qui va séparer la colonne d'eau en 2 couches. Une couche superficielle avec des eaux chaudes et très variables, et une couche profonde, plus stable, voire très stable. Donc ça, c'est ce qu'on va trouver en été. À la fin de l'été, avec l'automne, eh bien, les mélanges vont commencer et on voit donc une homogénéisation, la stratification est cassée
Et l'homogénéisation, puisqu'ici on a différents profils de température à différentes saisons, eh bien, ce profil, donc, on voit qu'il évolue pour devenir totalement vertical en hiver, donc avec des températures qui sont homogènes de la surface au fond. Ne notez pas la température ici de 4 degrés, puisque ça ne correspond pas à des profils de Méditerranée, mais là, le schéma évolutif est exactement identique à ce qui se passe dans toutes les zones tempérées. Et ensuite, donc, à la fin de l'hiver, avec le printemps, eh bien, la stratification réapparaît et la couche d'eau se réchauffe par le haut. Alors, ça termine le cycle. À ce moment-là, on a une colonne d'eau bien stratifiée. Progressivement, cette stratification est cassée pour ensuite que cette stratification soit refabriquée au printemps suivant. Mais que se passe-t-il en fait au cours du mélange de masse d'eau? Alors, pour vous le montrer, j'ai ici deux expériences, des petites expériences maison, mais qui illustrent l'effet des mélanges. Ici, à gauche, on a deux bacs avec des températures identiques. Si on enlève la paroi qui sépare ces bacs, eh bien, les eaux vont se mélanger selon un processus dynamique tourbillonnaire turbulent, comme on voit ici. Par contre, si on fait la même expérience avec des eaux de température très contrastée, eh bien, on voit que l'eau froide, ici on avait l'eau froide dans le compartiment de gauche et l'eau chaude dans le compartiment de droite, eh bien, on voit que l'eau froide a tendance à s'enfoncer et à se placer sous notre pellicule chaude, parce que sa densité est plus élevée, plus forte. La densité d'une eau de mer va dépendre de sa température et de sa salinité. D'où en fait ce terme de convection thermohaline, puisque les mouvements de la masse d'eau vont être conditionnés par les facteurs température et salinité. Alors c'est exactement ce qu'on a vu dans les deux bacs, c'est exactement le même processus qui se produit en hiver au large dans le golfe du Lion. Et c'est le point de rencontre entre le Mistral et la Tramontagne, les deux vents bien connus, des vents du nord bien glacés, qui nous embêtent un petit peu l'hiver, on peut le dire, mais qui rendent quand même ce grand service, puisqu'on observe un refroidissement très important et très rapide des eaux de surface, qui deviennent plus lourdes que les eaux qui sont dessous, et qui vont donc s'enfoncer comme dans une véritable cheminée. On observe la même chose en fait sur le plateau continental, mais cette fois-ci, on va parler de cascading à cause de la présence du fond et de la présence de canyons dans lesquels cette eau va s'écouler. Dans ce mélange, on va identifier 4 phases tout aussi importantes les unes que les autres. D'abord, le préconditionnement, qui correspond en fait à une phase à la fin de l'été, l'automne, et qui refroidit les eaux progressivement et qui va casser la stratification. Ensuite, les mélanges permettent d'homogénéiser progressivement les caractéristiques de la masse d'eau, et ce sont de petites cheminées locales à extension spatiale et temporelle plutôt limitée, quelques dizaines de mètres, avec des petits mélanges qui vont homogénéiser progressivement la colonne d'eau. On arrive à la troisième phase, mais il faut effectivement que les deux phases précédentes se soient bien déroulées, et ce n'est pas toujours le cas, d'où en fait les variabilités que l'on peut observer entre les années successives. Mais lorsque les phases se sont bien déroulées, eh bien, on a une convection qui va s'enclencher, proprement dit, ça fait une véritable chasse d'eau au large, et cette colonne d'eau peut atteindre les 2500 mètres de fond que l'on observe dans le golfe du Lion, avec des vitesses verticales qui sont très fortes, puisqu'on peut avoir plusieurs centimètres par minute. Il faut vraiment voir ça, et l'échelle, c'est à peu près donc la centaine de kilomètres, et c'est des petites cheminées comme ça de 40 à une trentaine de kilomètres, les unes à côté des autres, qui vont effectuer ce mouvement et ce brassage. La dernière phase de notre phénomène se situe au printemps, avec la restratification qui apparaît. Et cette phase de dispersion peut durer plusieurs années, et ça correspond en fait à de l'eau nouvellement formée qui va s'écouler et diffuser lentement sur le fond. Alors voilà à quoi ça ressemble, cette succession de phénomènes, de phases, avec des données de terrain. Ici, ce sont des données qui sont collectées à l'aide d'un glider. Un glider, c'est un véritable petit planeur sous-marin qui est totalement autonome et qui va faire des mesures en continu. Et il s'agit donc d'un graphe de l'évolution de la salinité au cours du temps. Dans la zone ici, le long de la radiale qui est présentée en haut à gauche, la radiale rouge ici, qui est visitée par le glider, et gardez à l'esprit que pour faire cette radiale à peu près aller-retour, le glider va mettre une dizaine de jours.
Donc, on va identifier sur la première phase le préconditionnement et la déstratification, qui va permettre de commencer de mélanger les masses d'eau. Vous voyez que ça dure de décembre à peu près à février. Puis, en mars, on a des mélanges violents sur la colonne d'eau avec la création de véritables cheminées avec une seule salinité pour toute la colonne d'eau. Ensuite va apparaître la stratification et la quatrième phase, donc cette dispersion qui apparaît donc au début du mois de mai et qui va se prolonger au cours du temps. Une autre illustration, donc toujours dans la même zone, hein, vous reconnaissez encore de nouveau le golfe du Lion, mais cette fois-ci, ce sont les concentrations en phosphate. Les concentrations, donc c'est un élément nutritif essentiel pour le développement du phytoplancton méditerranéen. Et en rouge, ce sont des concentrations qui sont fortes, et en bleu, ce sont plutôt des concentrations qui sont faibles, voire nulles. Donc, on voit effectivement qu'en surface, on a des concentrations très importantes. Et si on regarde le long de cette radiale, de ce transect ici rose, de voir ce qui se passe sur un profil et sur un transect vertical, on l'a ici donc sur la droite, on voit bien cette fabrication de cette cheminée avec des concentrations en phosphate qui sont fortes dans les eaux profondes hein, et que l'on va retrouver très proche de la surface. Si on regarde un diagramme θS le long de donc un profil vertical le long de ce trait bleu, eh bien, on retrouve les salinités et les températures, mais on voit que dans ce cas-là, on a bien une seule masse d'eau avec tous les points de température et de salinité qui sont groupés depuis la surface jusqu'à 2400 mètres. Donc, c'est vraiment un phénomène d'une ampleur exceptionnelle et très rare. Si on revient 3-4 mois plus tard, au mois d'avril, eh bien, on est toujours dans la même zone. Eh bien, on s'aperçoit cette fois-ci que la couche de surface est totalement épuisée en phosphate. Hein. Il y a eu la consommation de cet élément nutritif. Et on trouve toujours pareil, sur le transect, eh bien, on voit que les couches de surface ici sont totalement appauvries en phosphate. Et cette fois-ci, on retrouve des concentrations fortes dans les couches profondes. Et si on réalise maintenant le même diagramme θS le long de ce profil vertical bleu, eh bien, on va retrouver nos trois masses d'eau bien distinctes, avec en surface les eaux modifiées d'origine atlantique, mais qui restent froides parce qu'on est encore au mois d'avril. Hein, elles vont se réchauffer au cours de la saison. Les eaux levantines intermédiaires, ici marquées par ce maximum relatif en température et en salinité, et des eaux profondes qui sont stables avec des températures proches de 13 degrés, hein, je vous l'avais dit, et des salinités également très stables au cours de l'année. Voici maintenant le résultat de ce qui se passe sur le compartiment biologique. J'ai parlé d'abord de la physique, j'ai parlé ensuite des sels nutritifs avec le phosphate. Je vais regarder maintenant ce qui se passe au niveau de la biologie, et ce sont donc ici les évolutions des concentrations en chlorophylle dans la couche de surface. Vous comprenez tout à fait maintenant pourquoi on parle du trou bleu en hiver. Hein, donc c'est bien illustré ici, parce que les concentrations en chlorophylle sont très faibles du fait des mélanges verticaux, et forcément on a des concentrations qui sont très diluées sur les 2400 mètres de la colonne d'eau. Dès l'arrêt des mélanges, par contre, on a vu qu'il y avait des nutriments qui étaient présents dans la couche de surface, et bien on voit que ces nutriments vont permettre l'enclenchement d'un bloom, c'est-à-dire d'une efflorescence printanière. Donc les concentrations augmentent ici à plus de 2 mg de chlorophylle par mètre cube, hein, 2 microgrammes par litre, et sont une efflorescence printanière qui est d'une ampleur et d'une intensité qui est inégalée dans toute la Méditerranée, et qui est vraiment donc une caractéristique particulière de la richesse de ce golfe du Lion. Si on regarde maintenant ce qui se passe sur la verticale, donc c'est une représentation un petit peu différente sur une section dans laquelle on a retiré ici un cube, de manière à voir comment ça se caractérise sur la colonne d'eau. Donc je présente d'abord les données à la fin de l'été, lorsque la colonne d'eau est bien stratifiée, c'est-à-dire avant les mélanges, et on retrouve donc les eaux de surface, cette fois-ci, sont plus chaudes, les eaux levantines et les eaux profondes, donc sur ce profil vertical qui est marqué par ces différentes couleurs ici. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que chacune de ces masses d'eau, en fait, va être caractérisée par des combinaisons de microbes, donc des populations microbiennes qui sont très caractéristiques.
en termes de bactéries et d'archées notamment. Ce sont si on réalise donc des analyses de diversité, on va pouvoir identifier des populations très différentes et que j'ai illustrées ici par ces différentes couleurs en fait pour les petites bactéries que j'ai présentées avec cette petite forme et cette petite queue ici. Donc en jaune pour la surface, en bleu pour les eaux intermédiaires et en violet pour les eaux profondes. Le phytoplancton, lui, se trouve cantonné en surface et les sels nutritifs, eux, sont abondants en profondeur. Donc ça, c'est la situation en stratification. Au cœur de l'hiver, on revient sur notre diagramme θS de février, lorsque tout est bien mélangé, bien homogène, on n'a plus qu'une seule masse d'eau, et c'est donc illustré ici sur ces blocs de température. On a une cheminée ici bien marquée en violet, et puis on voit donc ces taches noires qui correspondent à des eaux très froides. On voit donc ces problèmes de température très basse pour les eaux de surface ici, mais je vous avais parlé du plateau continental, et forcément, le Mistral refroidit de façon très intense les eaux du plateau continental, puisque la couche d'eau est beaucoup moins épaisse, et donc cette eau va s'écouler le long du plateau et dans les canyons. Mais donc, on a des fameuses cheminées, et alors si on regarde cette fois-ci ce qui se passe sur nos populations microbiennes, eh bien, on va trouver en fait une seule grande population sur toute la colonne d'eau, avec éventuellement une population qu'on va pouvoir caractériser très profonde, mais sur les 0 à 2000 mètres, on va trouver une seule population que j'ai mis ici en jaune avec un petit violet. Pourquoi? Parce que ce sont des populations qui sont très proches des populations de surface de notre zone stratifiée. Alors ça peut être un peu surprenant lorsque l'on considère les proportions des mélanges. On a quelques dizaines ou une centaine de mètres qui se mélangent avec une colonne d'eau de 2000 mètres, et on a des populations en fait qui vont dominer. Mais en fait, ça s'explique assez facilement avec l'export de matière organique fraîche vers le fond. Donc cette mélange, on va exporter de la matière très labile, très bonne pour la croissance des bactéries. Et donc ces bactéries de fond qui sont habituées à consommer de la matière très réfractaire, eh bien c'est bien des bactéries qui, elles, sont habituées à cette bonne matière qui vont se développer, c'est-à-dire des bactéries de surface. Alors, on ne va retrouver qu'un seul type de population, et quelques semaines plus tard, dès l'apparition de la stratification, à nouveau, on va avoir ces populations qui vont être bien identifiées. Alors, pour terminer, je vais conclure sur le rôle des convections hivernales, pour rappeler que c'est vraiment un rôle primordial pour le fonctionnement de toute la Méditerranée. Le rôle principal, c'est de former et de ventiler les masses d'eau intermédiaires et profondes. C'est également un rôle pour apporter les nutriments dans les eaux de surface. C'est également un rôle important pour exporter de la matière organique fraîche, pour alimenter les écosystèmes profonds, c'est-à-dire le méso et le bathypélagique, comme je l'ai indiqué juste avant. C'est également donc un phénomène de séquestration du carbone. Vous avez entendu parler du rôle de puits des océans dans les couches profondes, qui ont un rôle très important pour le contrôle des teneurs en carbone de l'océan. Et il faut savoir donc que dans ces zones de convection, eh bien, on va exporter en moyenne 8 fois plus de matière que dans les autres zones qui ne sont pas impactées par cette convection. Mais ces phénomènes intenses, comme on les appelle, ne se produisent pas tous les ans et n'ont pas toujours une telle ampleur. Sur ces cartes ici, sont illustrées les variabilités spatiales et temporelles de ces convections. Les zones impliquées dans le mélange varient en fonction des taches de couleur pour chaque année. Vous voyez qu'elles étaient très faibles en 2008, elles sont plus grandes en 2010 pour ensuite être absentes en 2011 et 2012, et puis de nouveau très grandes ici en 2013. Et heureusement, finalement, puisque 2013, c'est l'année où on avait bâti un énorme projet sur 1 an et demi pour étudier les formations d'eau dense, et on a eu la chance, donc, justement, de cet hiver 2013, d'avoir des convections extrêmement fortes qui nous ont permis d'avancer grandement et de lever de nombreux verrous scientifiques dans la connaissance de ces mélanges. Alors, l'intensité de la convection a un rôle clé dans les quantités de nutriments qui sont injectés dans les couches de surface et qui seront donc disponibles pour la biologie. On voit ici des années de faible convection, et bien l'enrichissement en surface ne va pas dépasser 4 micromoles. Par contre, les années où il y a des convections intenses,
les enrichissements peuvent atteindre 7 micromoles, soit des concentrations qui sont très proches de la concentration maximale observée dans les eaux de fond, qui tourne aux alentours de 8 micromoles. À une autre échelle, l'impact sur la biologie est tout aussi important. Ici, ce sont les résultats sur la croissance des coraux profonds qui sont obtenus par mon collègue Franck Lartaud. Alors, il a clairement associé des croissances fortes avec les années d'intense cascading, puisque là, ça dépend vraiment des apports qui sont issus du plateau continental. Des croissances réduites lors des années de faible convection, et de nouveau, donc, des croissances fortes lorsqu'il y a du cascading important. Donc, c'est vraiment un contrôle donc, de tous les compartiments biologiques, hein, depuis les microbes jusqu'aux organismes de taille supérieure et les organismes pélagiques comme benthiques. Alors, l'intensité de la convection ne va pas jouer seulement un rôle sur la quantité de matériel biologique et de nutriments qui est impliqué dans les mouvements, mais aussi sur la diversité des organismes en favorisant tel ou tel organisme selon les conditions. Si nous revenons sur nos cartes de surface de chlorophylle ici en 2013, eh bien, on va pouvoir définir des zones de forte convection entourées ici par des zones où la convection est moins intense et des zones de faible influence autour, ici en bleu. Eh bien, ces zones vont présenter des quantités de nutriments différentes, mais surtout des rapports entre ces éléments différents. Ici, ce sont les profils verticaux des rapports silicate sur nitrate, et on voit que dans les eaux où il y a une forte convection, eh bien, le rapport silicate sur nitrate est plus élevé que dans les zones de faible concentration, de faible convection ou pas. Eh bien, en fait, ça correspond à un enrichissement en silicate qui va favoriser le développement d'organismes de type siliceux, comme par exemple les diatomées. On va retrouver ce même schéma eh bien, le printemps suivant, avec, dans les zones de forte convection, alors ces schémas sont un peu compliqués, mais on va vraiment les simplifier à l'extrême. Dans les zones de forte convection, ici, on va observer plutôt des grosses cellules de type diatomée qu'on va appeler micro-like, hein, donc toute cette zone ici où il y a eu des convections très fortes. Dans les zones où on a eu, j'ai de nouveau plus de pointeurs, mais ce n'est pas très grave, dans les zones où on a eu des faibles convections, eh bien, on va trouver des cellules de plus petite taille qu'on va appeler nano-like. Et dans les cellules qui ne sont pas influencées par la convection, eh bien, on trouve des petites cellules qu'on va appeler pico-like. Alors, vous allez me dire en quoi est-ce que c'est important d'avoir cette structuration dans notre population microbienne. Eh bien, en fait, les grosses diatomées favorisent la production et l'export de matériel dans les chaînes trophiques et vers le fond, en sédimentant. Les cellules de plus petite taille, donc les nano-like, elles vont plutôt favoriser le fonctionnement des réseaux trophiques en alimentant des petits brouteurs, alors que les cellules de petite taille, donc les pico-like, elles favorisent le fonctionnement de la boucle microbienne en limitant l'export et le stockage de carbone. Alors, je vais accélérer un petit peu pour finir, pour montrer en quoi est-ce que une évolution dans ces formations et dans liées au changement climatique pourrait s'avérer catastrophique pour le plancton. Eh bien, voici une frise temporelle des événements passés de convection depuis les années 70, où on avait une fréquence à peu près de 10 ans, avec des événements se produisant sur 2 années successives. À partir de 2005, on a observé des changements, mais c'est surtout depuis 2009 que les modifications sont les plus fortes, avec beaucoup d'événements profonds. Et puis, en 2017, une réduction de ces événements intenses et qui sont surtout limités avec la profondeur. C'est ce que l'on retrouve ici sur ces diagrammes θS, marqués par ces anomalies ici en profondeur, donc en 2012, au cours de la campagne MOOSE, hein, c'est une campagne récurrente tous les ans sur laquelle on étudie ce golfe du Lion. Eh bien, on a vu apparaître ces petites aberrations que l'on a pu suivre ensuite. Ah, j'ai de nouveau perdu la main. Que l'on a perdu ensuite, j'espère que ça va me redonner la main pour finir, que l'on a retrouvé hein, entre 2008, cette fois-ci, c'est passé, voilà. Et puis, les anomalies à partir de 2015 ont été marquées, elles, dans les eaux levantines intermédiaires, et donc on a bien
l'évolution sur nos événements que l'on retrouve dans nos données terrain. Les choses ne risquent pas de s'améliorer et l'on voit ici les prévisions des modèles mathématiques qui prédisent dans les années à venir une diminution significative de la profondeur atteinte par les mélanges au cours des convections, avec, à partir de 2040, des mélanges qui ne devraient plus dépasser 600 mètres de profondeur. Voici ici donc schématiquement l'évolution théorique des futurs diagrammes θS pour la Méditerranée occidentale à gauche et la Méditerranée orientale à droite. En bleu, ce sont les diagrammes actuels, et en rouge, les résultats des simulations sur la base de nos connaissances actuelles. De façon similaire, voici ici la carte des surfaces des anomalies de salinité en 2018. Toujours dans les mêmes gammes de couleurs. En rouge, des anomalies positives, indiquant une augmentation anormale de la salinité. En blanc, des salinités correspondant à la climatologie de la zone. Et en bleu, des salinités qui sont plus faibles. Le constat est assez clair, je n'ai pas besoin de détailler plus en avant cette carte. Une autre carte qui présente, avec les mêmes gammes de couleurs, des anomalies, cette fois-ci en chlorophylle, pour 2019. Et on voit nettement l'augmentation des biomasses à l'est par rapport à la diminution des biomasses à l'ouest. Lorsque l'on monte dans les niveaux trophiques, le constat n'est pas meilleur. Ici, je vous présente des cartes pour les périodes indiquées, donc 2021-2050 et 2071-2100, des évolutions probables en termes de biomasse vivante totale. Les histogrammes ici font juste la différence entre espèces benthiques, démersales et pélagiques, mais le constat est général. On a une augmentation des biomasses pour l'ensemble de la Méditerranée, 5 et 22% pour les deux périodes, mais une répartition qui évolue drastiquement à l'échelle des bassins. Voici donc une dernière carte ici pour vous présenter pour ces mêmes périodes, à partir donc de la définition de zones qu'on appelle des zones biogéographiques, dans lesquelles sont colorées les prévisions de l'évolution des zones de pêche, avec vers le bleu quand les pêcheries vont largement diminuer, et en rouge quand elles vont augmenter. Et donc toujours pour les deux périodes, 2021, 2050, 2071, 2100, on montre clairement un bénéfice pour l'ensemble global, mais ce bénéfice est beaucoup plus marqué pour le bassin Est, et ça se fait au détriment des captures dans le bassin Ouest, qui risquent progressivement donc de s'effondrer dans les 100 ans qui viennent. En guise de conclusion, je vais marteler quand même un message important, c'est que les mélanges hivernaux sont le moteur du fonctionnement des écosystèmes méditerranéens. Ils conditionnent toute la biodiversité microbienne, mais également les échanges supérieurs. Et un ralentissement et l'arrêt de la convection seraient dramatiques et auraient des effets dévastateurs sur notre environnement, avec une Méditerranée qui évoluerait vers un fonctionnement ressemblant à celui de la mer Noire actuellement, c'est-à-dire beaucoup moins d'espèces benthiques et pélagiques, moitié moins de plancton et des macroalgues pratiquement absentes, une seule espèce de requin et 2 espèces de raies, l'absence de coraux, de poulpes, de calamars ou d'oursins. Donc quelque chose et puis donc surtout formation de zones mortes dans les couches profondes, puisque on aurait pu ce renouvellement en termes d'oxygène. Donc agir rapidement pour limiter les effets, oui, mais est-ce que ce n'est pas déjà trop tard? Honnêtement, je n'ai pas aujourd'hui la réponse. Et voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Je vous remercie pour votre attention et je suis bien évidemment à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions. Merci beaucoup, Pascal. Eh bien, écoute, tu nous as inquiétés avec les conclusions, effectivement, que tu présentes, mais bien informés C'est l'objectif, mais sur la manière dont ça se passe. Merci beaucoup. Je suppose, comme tu le dis, qu'il y a des questions, donc j'ouvre le débat. N'hésitez pas, ouvrez votre micro et à ce moment-là, vous pouvez intervenir immédiatement. Donc, on va laisser un tout petit peu de temps pour que les gens puissent poser des questions. Y a-t-il des questions dans le public? J'espère que je ne les ai pas tous fait fuir quand même. Écoute, je vais tenter pour la première, en fait. J'avais une petite question, enfin une question. Tu as donc parlé de ce problème de manque de renouvellement d'eau entre des eaux, disons, entre la surface et le profond.
On sait que les eaux globalement, les zones de la Méditerranée se renouvellent très lentement, hein, par les passages en provenance et en partance vers l'Atlantique. En quoi cela a un peu influencé le taux global, et je ne sais pas si ça a intérêt en fait, le taux global de renouvellement de l'eau en Méditerranée? En fait, ça Des joue un rôle. verticaux. Ouais, non, mais ça joue un rôle extrêmement important, en fait, puisque la Méditerranée est réputée pour être un bassin de concentration. Alors, qu'est-ce qu'on entend par bassin de concentration? C'est effectivement un déficit en hydrique à l'échelle globale. C'est-à-dire que les eaux qui entrent sont moins salées que les eaux qui vont sortir, et il y a moins d'eau qui va entrer que ce qui va sortir. Donc, effectivement, on a une perte hydrique et elle se fait en fait par des eaux intermédiaires, c'est les fameuses eaux levantines. Donc en fait, ça ne modifie pas nécessairement le renouvellement des eaux profondes, même si les mouvements en surface sont moins importants. Par contre, ça peut changer, disons, le turnover des eaux, c'est-à-dire à quelle échelle on va renouveler la totalité de ces masses d'eau. En Méditerranée, c'est à peu près la centaine d'années, ce qui est très très court par rapport à l'échelle millénaire des autres océans. Hein, donc, ça peut aller très vite et ce qui est très surprenant, c'est que normalement, les caractéristiques de ces masses d'eau ne sont pas censées changer à l'échelle de la décennie. Or, depuis 20 ans, et on voit clairement les caractéristiques thermohalines et également les caractéristiques en charge nutritive et en charge de matière organique des masses d'eau profonde qui ont changé. Donc, depuis les premières campagnes des années 60 et même moi, j'ai commencé ma thèse en 1992 et je faisais des mesures en eau profonde et je vois aujourd'hui de très nettes variations dans ces eaux. Donc, c'est ça qui est inquiétant et, et surtout aussi la diminution de ces apports, hein, puisqu'on voit bien ces salinités qui augmentent très fortement du fait donc d'un apport d'eau douce qui a tendance à être de moins en moins important pour l'ensemble de la Méditerranée. Et ça, c'est par contre un problème très particulier, donc méditerranéen, effectivement. Des questions dans le public qui se lance? Personne? Tout le monde a... Non? Bon, les gens sont pressés d'aller sur les terrasses, c'est pour ça. Sont pressés d'aller sur les terrasses. Et quand même une autre... En fait, donc tu as parlé de grosses variations de biomasse, hein, qui seraient provoquées et différentiellement dans le bassin occidental ou oriental. Donc, tu dis, il y a une grosse augmentation de biomasse dans la partie orientale. Et ça va se traduire par quoi, en fait? Disons que le problème, c'est qu'actuellement, en oriental, c'est extrêmement oligotrophe et il n'y a pas grand-chose. Donc forcément, la modification est beaucoup plus importante dans la partie occidentale, qui, elle, est la zone en fait riche, qui, elle, va s'appauvrir de façon très significative. Alors l'augmentation dans le bassin Est, elle est significative parce que effectivement les couleurs ont tendance à l'émettre, mais parce que ce sont des eaux qui sont actuellement vraiment très très pauvres et où il ne se passe rien. Donc la modification avec des mouvements qui ont tendance un petit peu à se répercuter en Orient fait effectivement qu'on va avoir peut-être, c'est ce qui est prédit par les modèles, hein, ça reste encore à affiner, mais on aurait donc un fonctionnement qui évoluerait un petit peu plus vers un fonctionnement de type tropical, donc avec des eaux qui sont très très chaudes, mais avec des apports de sels nutritifs qui sont plus importants que ce qu'il y a actuellement. Puisqu'actuellement, c'est surtout les apports fluviaux qui, eux, diminuent complètement, et puis les dépositions des poussières atmosphériques. Donc la modification de l'hydrodynamisme pourrait favoriser le développement, mais ça reste quand même des concentrations qui n'ont rien à voir avec ce que l'on peut trouver en Atlantique ou dans le Pacifique. Je crois que Marie-Christine a activé sa caméra. Une question, Marie-Christine?
précisément. Bonsoir d'abord et merci pour cette conférence qui est à la fois extrêmement riche, intéressante et en même temps inquiétante. Mais enfin, de toute façon, l'inquiétude, elle précède malheureusement, elle précède en chacun de nous ce qui a été présenté ce soir. Vous venez de faire allusion au fleuve, je crois, et ma question portait justement là-dessus. Est-ce que pour lutter contre les dangers que vous avez évoqués, il y a une action particulière à mener dans les fleuves, en fait, du côté des fleuves? Est-ce que la Bien sûr. pollution que l'on dit toujours plus croissante de ces fleuves dans lesquels nous déversons tellement d'horreur, est-ce que cette action, elle est importante et peut-être possible aussi de par des pays limitrophes et qui ont notamment des fleuves comme nous avec le Rhône notamment, est-ce que cette action ne doit pas être particulièrement encouragée de ce côté-là? On a eu déjà des conférences d'ailleurs avec l'association sur ces fleuves et sur leur action. J'ai été frappée Bien par sûr, ça en particulier. ça va être extrêmement violent. Il faut même, enfin, je veux dire, c'est la seule, finalement, c'est l'une des seules actions que l'on peut avoir vraiment directement, c'est en agissant sur ce qu'on déverse dans les fleuves. Mais tout en gardant à l'esprit deux points importants. Alors, nos fameux plastiques qui se sont révélés, qui vraiment, dans ces dernières années, et qui vont être vraiment un problème insurmontable, je pense, vraiment très rapidement dans certaines zones, au moins côtières. Donc ça, c'est rapide. Mais indépendamment de ça, il faut aussi penser qu'on peut avoir des actions très importantes sur nos rejets dans les fleuves, mais que ce n'est pas toujours bénéfique non plus. Comment je peux qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, par exemple, dans les années 80, il y a eu le fameux contrôle des rejets des phosphates, hein, puisque en Bretagne, c'était la catastrophe des rejets phosphatés avec l'industrie du porc, etc. Donc, il a fallu réduire. Et on a réduit effectivement, de façon en divisant par 10 ou par 100, les concentrations en phosphate. C'est très bien, mais le problème, c'est qu'on n'a pas touché aux concentrations en nitrate. Et j'ai expliqué très brièvement dans mon exposé que ce qui était important pour le fonctionnement d'un écosystème, c'était le rapport de concentration des éléments. D'accord? Il faut savoir qu'un rapport, le meilleur rapport que l'on peut avoir pour du phytoplancton, c'est un rapport entre le nitrate et le phosphate de 16. Ce qu'on appelle le fameux rapport de Redfield, qui est un rapport donc de 16 nitrates pour un phosphate. Ça, c'est le rapport idéal. En Méditerranée, il est un peu différent. Il est de 20 pour 1. Mais globalement, ça reste pareil. Et lorsqu'on avait des rejets très importants dans les années 80, on avait rejeté des quantités, mais dans un rapport qui était proche de 20, qui était tout à fait le rapport nutritif de ce qu'on trouve en Méditerranée. Le contrôle des phosphates a fait qu'on a diminué globalement de façon très importante les phosphates, un petit peu les nitrates parce que c'était aussi dans l'air du temps, mais de façon complètement déconnectée, ce qui fait qu'aujourd'hui, les apports par le Rhône sont de l'ordre de 80, 100, 150. 150 nitrates pour un phosphate. Eh bien ça, c'est pire que ce que l'on pouvait faire. Il vaudrait mieux rejeter des phosphates aujourd'hui parce que l'élément limitant la croissance et le développement des organismes et le fonctionnement des écosystèmes dans une façon stable, eh bien en Méditerranée, c'est le phosphate. Et les apports des fleuves qui étaient dans les années 80 des rapports aux alentours de 80, ils ont été aux alentours de 100, 120 quand on avait eu un gros programme d'études au sein du laboratoire sur les rejets du Rhône, justement. Au début des années 2000, on avait des rapports qui étaient déjà de 100 à 120. Et les dernières mesures qui sont faites actuellement dans le cadre du programme Mistral, qui est le grand programme d'études de toute la Méditerranée là, qui s'est terminé cette année, eh bien, on est à des rapports de 200, 250. Et ça, c'est plus embêtant que de rejeter des choses finalement. Donc, contrôler les fleuves, c'est la seule action qu'on peut avoir, bien évidemment, mais dès qu'on touche à la nature, c'est un peu le souci, c'est que, on a des centaines et des centaines d'exemples, quand on touche à la nature et qu'on fait varier un bouton, ça a des conséquences et des rétro-conséquences qui ne sont pas toujours bien intégrées, bien comprises. Et donc, et ce qu'on appelle voilà, la gestion raisonnée de l'environnement, c'est cela, c'est essayer effectivement de contrôler pour améliorer l'état écologique des systèmes. Et effectivement, le contrôle par les fleuves est le vrai seul contrôle que l'on peut avoir
avec l'atmosphère, mais c'est plus facile de contrôler ce qu'on met dans les fleuves que ce qu'on rejette dans l'atmosphère. Donc, effectivement, c'est au niveau des fleuves que l'action peut être la plus rapide et la plus efficace surtout. Une question un peu surréaliste à poser, Oliver. La Méditerranée étant une mer fermée, en principe, peut-on imaginer au bout d'un certain nombre de millénaires qu'elle soit complètement asséchée et qu'on puisse aller à pied de l'Afrique du Nord à Marseille, par exemple? Bah, c'est ce qui est plus ou moins prévu à long terme, mais effectivement, c'est un des scénarios très probables, oui, c'est-à-dire à partir du moment où Gibraltar sera bouché et que les fleuves arrêteront d'alimenter. Voilà, hein, on a l'exemple de la mer d'Oural sur lequel ça s'est passé par utilisation. Donc, c'est pas tout à fait le même processus, mais à partir du moment où on coupe les entrées et les sorties, ça s'évapore et l'évaporation est beaucoup plus rapide que le réensemencement par la pluie. Hein. Donc, c'est un des scénarios possibles à très long terme, forcément. Jean-Louis, avec une question de Jean-Louis Labo, j'ai l'impression. Oui, j'ai une question. J'ai été étonné que vous ne parliez pas du Nil. Vous avez parlé du Rhône, qui est un gros affluent de la Méditerranée, mais pas du Nil, qui est quand même, me semble-t-il, important. Et puis, la question que je me pose, c'est que vous avez effleuré la mer Noire, mais qui est une mer fermée, mais qui échange avec... Enfin, quels sont les échanges avec la Méditerranée, sachant que la mer Noire reçoit aussi un fleuve qui est le Danube, qui est quand même quelque chose d'assez important. Ça, c'est le premier truc. La réflexion pour rire, c'est est-ce que les prévisions mathématiques et les modèles mathématiques sont aussi fiables que pour les décès du Covid, qui nous prévoyaient des millions de morts en Europe? Ça n'a pas tout à fait la même utilité, en fait. Hein. L'objectif n'est pas tout à fait le même, mais non, les modèles mathématiques, non, franchement, on les a beaucoup améliorés ces 10 dernières années. Ouais. Et vraiment, on arrive aujourd'hui à être vraiment très, très fiable sur des courtes à moyennes échelles. Il reste encore quelques petits boutons affinés, mais franchement, c'est très bien. Le problème du Nil, alors je ne l'ai pas abordé forcément parce que je n'ai pas traité le problème des fleuves et au départ, je voulais vraiment axer sur les convections au large. Donc c'est pour cela. Et j'ai parlé du Rhône parce que c'est notre fleuve à côté sur lequel on a beaucoup travaillé. Voilà, c'est la raison pour laquelle. Mais j'aurais pu effectivement parler du Nil qui était effectivement aussi l'un des grands fleuves. Pour la mer Noire, oui, l'échange se fait au niveau du détroit des Dardanelles, hein, mais c'est finalement les échanges. Il y a effectivement donc un échange au niveau par la mer Égée, mais ça reste vraiment minoritaire par rapport au flux aux alentours. Donc c'est sans doute, j'ai pris le cas de la mer Noire pour juste terminer et dire que voilà, une telle évolution est à craindre si vraiment les convections s'arrêtent, parce que c'était aussi un exemple très proche de nous. Mais la comparaison s'arrête là, parce que c'est évidemment beaucoup plus fermé que ce que ne l'est actuellement la Méditerranée. La surface non plus n'est pas comparable, et puis les apports, qu'ils soient continentaux ou atmosphériques, ne sont pas non plus totalement comparables. Mais en plus, elle est déjà dans un système où en fait le fond est un fond anoxique avec l'installation d'autres types de fonctionnement sur de la chimiosynthèse, etc. Donc j'espère bien qu'on n'arrivera pas à cette extrémité en Méditerranée, mais c'est plus un signal d'alarme type modèle Covid. Et s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être Pascal que nous allons te libérer et libérer le public pour aller prendre justement un verre en terrasse, puisqu'on y est autorisé jusqu'à 21h. 21h. Merci. Merci.